Ah, avec là des Oh soucis, là là des là, soucis, des attention, soucis, attention. des soucis. Vous êtes sorti de l'anonymat lors de la demi-finale de Roland-Garros en vous enchaînant au filet du court central. Vous voilà, vêtu d'un t-shirt avec cette inscription en anglais. Il nous reste 1028 jours. Vous connaissez Dernière Rénovation? C'est la nouvelle campagne de résistance civile qui ne cesse de faire parler d'elle. Entre l'action choc d'une militante qui a interrompu la demi-finale de Roland-Garros en s'attachant le cou au filet du célèbre court pour alerter face à l'urgence écologique, les blocages de la circulation en région parisienne, l'action devant l'Assemblée nationale ou encore l'altercation entre une de ses membres et Apolline de Malherbe qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Là, vous avez bien vu face à vous que vous aviez suscité une forme de découragement, même de colère des usagers qui étaient dans leur voiture, qui sont sortis de la voiture et qui ont dit « mais laissez-nous juste aller bosser, quoi ». Ouais, mais c'est très différent. La colère sur le moment et le découragement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la plupart des personnes J'ai l'impression comprennent. de toute façon que vous ne m'écoutez pas, donc Non, je mais peux ça vous poser fait des tilt. questions, mais alors vous... Mais en fait, ça Oh là là, fait vous êtes dans votre TGV, là. Aucun média nous écoute non plus. Donc en fait, moi, là, j'ai D'accord. aussi envie de dire ce qui est en train de se Faites ce que vous réellement voulez, quoi, en fait. Je suis juste en train aussi de répondre à vos questions, d'une certaine manière, mais juste écouter ce qu'on a réellement à dire. Leur objectif, obtenir une victoire politique sur la rénovation énergétique, à travers des actions de perturbation non violentes répétées dans le temps. Mais au milieu de tout ce brouhaha médiatique, cette revendication n'est pas toujours audible, et on finit presque par l'oublier. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu recevoir 2 membres de Dernière Rénovation sur le plateau de Blast, pour comprendre l'origine de ce mouvement, ses modes d'action et sa revendication. Alizé, Thibaut, bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais expliquer un peu rapidement ce qu'est Dernière Rénovation. Donc, vous êtes lancé en mars. Vous avez écrit une lettre ouverte au président dans laquelle vous donnez 1 mois pour s'engager à assurer la rénovation globale et performante du parc immobilier français d'ici 2040 et à élaborer un système de financement simple et progressif prenant en charge l'intégralité des travaux pour les propriétaires les plus modestes. Et dedans, vous dites que s'il ne répond pas à cette demande, vous allez entrer en résistance civile pour prévenir du crime à l'encontre de notre pays, de l'humanité, de la vie sur Terre. Est-ce que vous êtes sûr que Emmanuel Macron a bien reçu cette lettre ? Du coup, c'est moi qui ai envoyé ce petit mail. Donc, j'ai pas eu de réponse, donc je pense pas qu'il l'ait reçu. Mais en tant que citoyen, c'est par là qu'il faut passer apparemment pour pouvoir dialoguer avec notre président. Je pense qu'il l'a reçu. Mais après, est-ce qu'il l'a lu ? Oui. On ne sait pas. Mais en tout cas, il a été reçu. Et puis après, on a fait quand même pas mal de déclarations entre-temps. Donc, je pense qu'à mon avis, ils sont au courant qu'on a une demande. Vous lui avez donné 1 mois. Est-ce que c'est pas un peu court ? En fait, il nous reste 2 à 3 ans. Donc, en fait, avoir 1 mois, est-ce que... 2 à 3 ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. 2 à 3 ans, même plus que ça. C'est à peu près ça. Le GIEC dit 3 ans pour inverser la courbe des C'est émissions ça. de gaz à effet de serre. En gros, c'est ça. C'est 2 à 3 ans pour inverser la courbe et être sur les rails de quelque chose qui peut être vivable. Donc transformer totalement nos sociétés, quoi. C'est ça. Mais donc, du coup, le travail continuera bien après ces 2 à 3 ans. Mais si d'ici 2 à 3 ans, on est toujours sur la même pente, ça sera devenu quasiment impossible en réalité de rester dans les clous de ce que nous demande le GIEC. Donc au regard de ces 2 à 3 ans, pour vous, 1 mois, c'est pas... 1 mois pour que le président ait à répondre de juste des citoyens qui demandent qu'on protège leur vie. Non, c'est le strict minimum. De façon générale, pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer cette campagne que vous appelez de résistance civile ? Parce que je pense que comme beaucoup de personnes, on est assez désillusionnés sur toutes les méthodes qu'on nous a proposées comme pouvant marcher, d'aller voter, de faire les marches climat, d'en parler autour de nous, les petits gestes du quotidien. Enfin, moi, personnellement, je suis passé par à peu près toutes les étapes et je rencontre beaucoup de gens qui sont passés à peu près par toutes les étapes aussi. Et je pense que c'est aussi une certaine analyse qu'on porte sur la nature du problème et le fait que, globalement, tout le monde sait à peu près ce qu'on est censé faire, qu'il y a surtout depuis quelques années, quand même beaucoup de contenu qui a été produit. Oui, c'est le président du GIEC qui dit nous savons quoi faire, nous savons comment le faire, et maintenant il faut décider de le faire. Exactement. Et donc, à partir de ce constat-là, que ce qui nous manque, c'est la volonté politique. En fait, c'est de ce constat-là qu'on a imaginé comment est-ce qu'on pouvait agir aujourd'hui pour forcer en fait un agenda politique auprès d'un gouvernement qui manifestement ne souhaite pas et ne compte pas le mettre en œuvre. Et pour ça, on s'est aussi inspiré de tout un tas de mouvements et d'épisodes politiques dans l'histoire humaine qui ont réussi à imposer des agendas politiques par des types de campagnes qui, en fait, plaçaient
leurs dirigeants face à un dilemme qui était soit de réprimer de façon massive des demandes qui étaient justes, soit de concéder à ces demandes et de les mettre en application. Pour vous, vous inscrivez dans l'histoire de mouvements de désobéissance civile qu'on a vu émerger à travers les années, que ce soit les suffragettes ou notamment justement les Freedom Riders dont vous dites vous inspirez. Parce que vous expliquez justement quelle est l'histoire des Freedom Riders et pourquoi est-ce que pour vous elle fait écho à ce que vous essayez de faire aujourd'hui. Je vais être court parce que c'est une longue histoire. Mais en gros, on est dans le mouvement des droits civiques américains. Ça fait 90 ans qu'il se passe globalement pas grand-chose depuis l'abolition de l'esclavage. Donc, tout le monde est un peu déprimé. Et on fait ce parallèle-là aussi parce que, et même si évidemment ça n'a rien à voir ce qu'on subit aujourd'hui par rapport à ce qui était subi par les Noirs américains à l'époque. C'est complètement différent, mais la similarité, c'est que... une sorte de stagnation dans les modes d'action aujourd'hui. Ouais, il y a une stagnation, et surtout, il y a un peu une déprime de « Putain, ça fait 30 ans qu'on dit il faut que ça change, mais que la situation évolue pas. » Il y a un afflux qui se passe avec le boycott des bus de Montgomery en 59, Rosa Parks, machin, tout le monde super tout feu, tout flamme, un peu comme 2019 dans les pays occidentaux, notamment en France, avec les marches climat de malades, Extinction Rebellion qui se lance. Le mouvement Youth for Climate à l'international, Youth for Climate, avec Greta Thunberg, etc. Et juste après ça, en 59, tout qui retombe. Et là, on est en 1961, les gens ont vraiment les boules. Il n'y a pas un grand processus de consultation pour mettre tout le monde d'accord sur savoir ce qu'on va faire. Il y a 13 personnes qui décident de faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir une victoire, qui montent dans un bus, 7 noirs, 6 blancs, alors que c'est encore interdit à l'époque, qui vont pas jusque l'État un petit peu raciste des États-Unis, la Virginie, à la frontière avec le Nord, jusque dans l'État le plus raciste du sud des États-Unis, là où ils savent qu'ils vont risquer leur vie. Ils y vont. Ils se font casser la gueule, incendier, jeter en prison. Ils sont attaqués aussi par des membres du Ku Klux Klan. Ouais, tout à fait. Ouais. Leur bus est arrêté, ils le mettent en feu, ils bloquent les portes. Parce qu'ils ne respectent pas la ségrégation dans les bus. Exactement, ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ça, les photos font le tour du monde, les gens voient le sacrifice, l'engagement, etc. Ils voient comment les Noirs sont traités aux États-Unis. Ça fait remonter aussi ce sujet, en fait. Ça ramène à la surface une violence qui est déjà là. Et à la suite de ça, 3 jours plus tard, 24 étudiants montent dans un bus, refont exactement la même chose. Et ensuite, pendant 3 mois, il y a 430 personnes qui descendent, inspirées par les actes de 13 personnes qui ont décidé de prendre des risques énormes pour impulser quelque chose. Et ça nous paraît comme étant un épisode historique qui est particulièrement intéressant à utiliser à ce moment de l'histoire. Et juste ces 430 personnes sont en prison. Ouais. Ils sont fait amener en prison. Ouais. Ils se sont fait arrêter. Ouais. Et donc finalement, ils ont obtenu gain de cause. Tout à fait. Ouais. Et ils ont obtenu parce que ça a placé les autorités américaines dans un dilemme qui n'était pas tenable, parce qu'ils se revendiquaient d'être le pays des droits de l'homme, etc. Et en même temps, il y avait ces photos-là qui faisaient le tour du monde. Ils avaient déjà voté des lois qui disaient que les transports interétatiques devaient être déségrégés, mais ils ne les mettaient pas en application parce qu'il y avait des intérêts conflictuels, qu'il y avait des gouverneurs du Sud qui ne voulaient vraiment pas le mettre en application. Et ça a créé une crise politique telle que Kennedy, à ce moment-là, a accepté en fait de faire ce pas et de mettre en place cet élément législatif pour de vrai. Parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir autant de personnes qui allaient en prison. C'est ça, en termes d'image publique. En plus, la mobilisation alimentait la mobilisation aussi. Les forces de l'ordre étaient un peu surmenées là-bas parce que les prisons étaient pleines. Et les médias s'en sont emparés aussi. Donc il y a plein d'ingrédients qui doivent être réunis pour que cette percée puisse arriver. Mais on sait à peu près c'est quoi les ingrédients qui doivent être là. Donc là, l'enjeu, c'est essayons au moins de les mettre en œuvre pour voir si ça peut marcher. Et on pense que ça a une bonne chance de marcher. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre communication. Vous écrivez « Nous contraindrons le système judiciaire à faire un choix, nous mettre en prison par milliers ou admettre la nécessité aujourd'hui de la résistance civile face à un État criminel ». Il y a une autre dimension de vos actions, c'est la question de la perturbation que vous assumez en disant que ça peut avoir l'air impopulaire, mais que la perturbation est nécessaire pour recentrer notre attention collective face à la menace du désastre climatique. Alizée, vous avez donc perturbé la demi-finale de Roland-Garros en vous accrochant au filet devant 2 millions de téléspectateurs. Vous avez fait 40 heures de garde à vue pour ça, vous avez bloqué des routes. Et aujourd'hui, votre état d'esprit, c'est de vous dire vous êtes prête à prendre des amendes, à faire de la garde à vue parce que vous êtes persuadée de mener, d'être dans le juste, en quelque sorte. Complètement. Je pense que
En fait, si on pouvait faire autre chose, si je pouvais faire autre chose, je ferais autre chose. J'ai pas envie d'emmerder les gens et de les faire chier et de sauter sur un terrain de tennis juste parce que je trouve ça trop cool, de bloquer des gens qui vont au taf ou qui vont en voyage. Je pense pas que ce soit humain oui, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Mais aujourd'hui, il nous reste, en fait, c'est notre seule chance aujourd'hui d'essayer de sauver l'humanité, c'est par la perturbation répétée. Donc oui, moi je pense que je suis dans le juste. Et toutes les personnes de dernière innovation le sont aussi. Et donc aujourd'hui, vous avez pas peur de continuer à faire des gardes à vue, de continuer à prendre des amendes? Si, bien sûr que j'ai peur. J'ai peur, mais je pense que ma peur, elle est plus faible de prendre des amendes ou de faire des plateaux télé et de continuer là-dessus que, en fait, la peur de là où je suis en train d'être amenée, là où mon futur est en train d'aller, quoi. Alors justement, vous avez commencé vos mouvements de perturbation des axes en avril. Donc vous avez bloqué le périph' parisien, puis la 13 en avril, et puis en juin, vous avez bloqué des routes à Neuilly, à Boulogne, le périph' à nouveau. Et bon, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que quand on voit les vidéos, vous êtes très peu, puis vous bloquez des axes entiers. Et puis on voit les réactions aussi des gens qui soit vous insultent, soit essaient de vous traîner. Comment est-ce que cette espèce de confrontation en fait un peu entre deux mondes, comment est-ce que vous la vivez, comment est-ce que vous arrivez à expliquer à ces personnes-là pourquoi vous faites ça en fait? Déjà on leur explique, on va dire, quand on est sur place, mais après je pense qu'on est aussi assez lucide sur le fait qu'il y a une partie des gens qui vont nous soutenir parmi les automobilistes, et il y a une partie des gens qui juste sont énervés parce qu'ils étaient en train d'aller quelque part, et puis personne aime être perturbé. Donc on accepte aussi le fait que... de déplaire. On accepte le fait de déplaire à ces personnes-là, et on le fait aussi à partir d'un acte d'amour pour ces personnes-là aussi, et on n'attend pas forcément à ce qu'ils nous tapent sur l'épaule en disant « Oh merci, vous êtes vraiment trop géniaux de faire ça ». On le fait parce qu'on pense que c'est juste, et moi à titre personnel, je pense que c'est un acte d'amour presque un peu suprême de faire ça. Moi, quand je m'assieds sur la route, je suis complètement prêt à me faire cracher au visage parce que je sais pourquoi je le fais. Et je pense qu'il y a aussi une autre histoire à raconter autour du fait d'aller sur la route, parce que c'est beaucoup une question d'histoire. En fait, c'est quoi les histoires qu'on raconte? Et une histoire qui peut être racontée, c'est on y va, il y a des gens qui vont sur la route, ils bloquent des gens, ils les empêchent d'aller au travail, etc. Une autre histoire qu'on peut raconter, c'est aussi c'est la communauté humaine qui se parle à elle-même. Et c'est en fait des êtres humains qui vont se parler à leur père par une action, parce qu'on est tous concernés. On est tous complices. Il y a évidemment des gens qui détiennent des leviers de pouvoir plus importants que d'autres, qui en sont plus responsables, etc. Mais in fine, c'est une crise existentielle qu'on traverse. Et du coup, le fait d'aller sur la route, sur peut-être un des espaces les plus publics de tous nos espaces publics, qui est ce que tout le monde emprunte pour se déplacer, on y va et on dit au monde entier je refuse de continuer à coopérer avec ce système-là, et que vous le vouliez ou non, j'impose par mon corps, je suis prêt à prendre le risque de mettre mon corps sur la ligne, et maintenant on s'arrête. On s'arrête. Je laisse pas ça continuer, et roulez-moi dessus si ça vous déplaît, mais je préfère faire ça plutôt que de mourir en silence. C'est un peu ça, enfin c'est plutôt ça en fait, nous le récit qu'on essaie de construire avec ces actions, en plus du fait que ça perturbe, etc. Je dois le faire. C'est pas que j'ai envie de le faire, c'est pas que ça me plaît d'aller emmerder des automobilistes sur l'autoroute. C'est que là, c'est une question de réalité climatique, et il faut absolument faire quelque chose. Si je peux ajouter, moi, il y a 6 mois, j'avais vu ces personnes qui s'asseyaient sur la route, souvent des routes à sens unique, c'était pas l'autoroute ou le périph' à ce moment-là. Et moi, ça me mettait hyper mal à l'aise, en fait. Mais parce que j'étais pas au courant. Enfin, je sais qu'on dit que c'est la merde, que le climat va mal, mais j'avais pas plus d'informations. Je suis pas allée rechercher. J'ai juste vu que c'était la merde. Bon, ok, j'ai capté. On nous en parle tous les jours, donc je vais pas chercher plus loin. Et de voir ces personnes qui se mettaient avec une pancarte, genre je suis terrifiée de quelque chose qui va m'arriver et tout. Je sais pas, moi je sentais qu'en moi ça créait un truc de, ils sont bizarres ces gens en fait à faire ça. Enfin, et que 6 mois plus tard en fait c'est moi. Enfin, je suis à cette place là. Parce que... Mais qu'est-ce qui a changé alors? J'ai enlevé mes œillères. Et en fait, je me suis dit, OK, je suis prête à regarder
en face, la réalité dans laquelle on est en train d'être amené, on parle d'1 milliard de personnes sur les routes. On dit que là, il nous reste 2 à 3 ans parce qu'en fait, sinon, on ne pourra pas rester sous les 1,5 degrés comme on nous a dit. Et c'est juste normal aussi que les personnes sur les autoroutes ou sur le périph' ne comprennent pas ce qu'on fait. Parce que moi, il y a 6 mois, je ne l'aurais pas compris non plus. Et du coup, moi aussi, j'essaie d'être un peu cette personne qui va titiller quelque chose en eux parce que ça va les faire chier, parce qu'ils vont se dire, mais c'est qui ces personnes, ces humains qui sont prêts à foutre leur cul sur la route et que les gens se questionnent, en fait, sur comment un être humain est prêt à faire ça. Et je pense que moi, quand j'ai réalisé ça, ça m'a mis aussi un coup de pied au cul pour aller le mettre sur la route. Ouais, de se dire, cette personne n'est peut-être pas si folle que je le pense au premier abord. Il y a un truc que disaient beaucoup les jeunes dans les marches climat quand il y avait des grandes masses comme ça et il y avait plein de personnes qui les regardaient par la fenêtre et ils disaient « Ne nous regardez pas, rejoignez-nous ». Est-ce que c'est ce que vous dites, vous aussi, aujourd'hui, ou pas ? Enfin, il y a de ça, mais déjà... C'est quoi le message que vous envoyez, en fait ? Enfin, c'est, par exemple, je ne sais pas si vous pouviez, quand vous faites ces actions-là, parler avec un haut-parleur à tous les automobilistes qui sont bloqués, qu'est-ce que vous leur diriez ? Déjà, en fait, on parle au monde à travers ces actions. On ne parle pas vraiment qu'aux automobilistes. Et les automobilistes, c'est plus... il se trouve qu'on est là dans les dommages collatéraux du message. Il se trouve qu'on est ensemble dans cet espace-là, mais on n'essaie pas de convertir des gens à travers des blocages en allant leur parler, en leur disant on va vous bloquer, donc comme ça, après, vous nous rejoindrez sur la route. Il peut y avoir ce genre d'effet. Mais en fait, on parle... Pas forcément convertir, mais provoquer une réaction. On pense que le message qu'on envoie à tout le monde à travers ces actions, c'est... quand vous voyez ces images, que vous soyez obligé de vous positionner, de prendre parti et de vous dire qu'est-ce que je ferais moi si j'étais dans cette voiture-là ? Est-ce que c'est juste que ces personnes-là soient envoyées en prison ou traînées sur la route, etc. Ou est-ce qu'en fait c'est plutôt leur demande qui est juste ? Et même à un niveau un peu plus ultime, je dirais, c'est soit considérer qu'on est fou, soit accepter que c'est le monde dans lequel on est qui est fou. Et donc c'est un peu de poser ce dilemme de où est la normalité en fait ? Où est la normalité ? Et si, du coup, par l'inverse, si tu acceptes le fait qu'en fait, on n'est pas fou, dans ce cas-là, inévitablement, ça t'envoie dans une direction qui est... Ça veut donc dire qu'il y a quand même quelque chose qui est sacrément barjot avec la société dans laquelle on vit et avec le projet qui est en train d'être mis en œuvre. Il y a un petit niveau Matrix, là. Un peu. Pour moi, là, si je devais prendre le micro, et je pense que c'est personnel à chacun, chaque personne sur Dernière Rénovation, chacun a son message à passer et qu'il est personnel parce que chacun ressent quelque chose à l'intérieur de soi. Si je devais crier et juste dire, c'est la fin du monde. Enfin, et c'est dur, en fait, de s'en rendre compte, et parce qu'on en voit partout dans les films, et c'est réel. C'est que là, en fait, on est en train d'écrire le dernier chapitre de toute notre humanité, genre de ce qu'on apprend dans les livres d'histoire. Là, on est en train d'écrire le dernier chapitre. Donc moi, je prendrais juste le micro et juste que les gens réalisent que c'est la fin du monde. Et c'est hyper dur à le réaliser. Même moi, à des moments, genre, j'essaye d'oublier parce que c'est pas simple, mais il faut qu'on se le mette dans la tête, en fait, que c'est la fin du monde, et on n'a plus d'autre option que de se mettre sur les routes et après de faire la rénovation énergétique et d'autres mesures qu'il faut mettre en place aujourd'hui. De faire en sorte que ce ne soit pas la fin du monde, donc que ce soit la fin d'un monde, mais... Complètement. Alors justement, on va en venir à votre revendication, donc c'est la rénovation thermique globale des bâtiments. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'avoir une seule mesure et pourquoi celle-ci en particulier ? On pense déjà que le mouvement climat a besoin d'une victoire. Et historiquement, encore une fois, ça s'est vu à plein de reprises que... Si on se concentre sur une... En fait, de manière générale, la mobilisation, c'est pas un phénomène rationnel. C'est en fait qu'il y a des poussées d'espoir, et à partir de ces poussées d'espoir, là, il y a plein de gens qui sortent qui sont en mode « Waouh, en fait, c'est possible ». Parce que vu qu'on a une impuissance politique apprise, il faut la déconstruire, cette impuissance. Donc c'est ça qu'on essaie de faire là, c'est de faire un cas d'étude, un cas d'école sur comment déconstruire notre impuissance apprise en prenant du coup une seule revendication qui soit gagnable, c'est-à-dire une revendication où la bataille des idées, elle est déjà gagnée, que ce ne soit pas un sujet clivant. On a pris celle-là parce qu'elle vient de la proposition de la Convention citoyenne pour le climat. C'est une des mesures qui était les plus populaires dans les sondages qui ont été faits par la suite. Donc globalement, il y avait une majorité de Français qui étaient en mode « ouais, génial », même les propriétaires, et il y avait une majorité de gens qui étaient « ouais, génial, faut le faire ». C'est probablement la mesure qui est la plus à même aujourd'hui de faire converger justice sociale et justice climatique, qui est quand même un truc qui tient à cœur à beaucoup de monde, mais parfois on ne sait pas exactement comment faire advenir ce truc un peu théorique. Ça, c'est typiquement une incarnation de ça. Donc, c'est vraiment un sujet win-win. Et si on n'est pas capable de gagner ça, c'est ça la formulation qu'on dit aux gens, c'est si on n'est pas capable de gagner ce truc,
mais il n'y a aucune chance qu'on arrive à gagner les centaines d'autres batailles qu'on va devoir gagner dans les 2 à 3 années à venir. Oui, surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même vraiment un sujet, la précarité énergétique. C'est-à-dire qu'il y a 12 millions de Français qui sont dans cette situation et que les logements, c'est le 3e poste le plus émetteur en France. C'est 18% de nos émissions nationales. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'y est pas du tout en fait, sur cette question de rénovation énergétique, puisque le gouvernement a annoncé qu'il y avait eu 750 000 rénovations en 2021, alors qu'en réalité, il y en a moins de 60 000 qui ont été faites de manière globale. Donc, en fait, dans ces 750 000, le gouvernement compte un changement de fenêtre, qui n'est pas vraiment une rénovation. C'est face à cela que vous alertez aussi, c'est-à-dire, en fait, c'est cette technicité aussi des mesures, parce que c'est ça qui est compliqué. Parfois, on peut se dire, ah ben non, en fait, ça va, on a pris le bon chemin, et les citoyens ordinaires ne savent pas, en fait, que la plupart des spécialistes disent qu'on est très, très, très en retard sur la question de la rénovation thermique. C'est là où nous, on n'est pas vraiment une association de plaidoyer au sens classique du terme. On essaie en effet de démystifier certains éléments liés à la rénovation énergétique. Après, il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà présents dans cet espace-là, donc on essaie plutôt de s'entourer de ces acteurs-là et de faire que, en amenant le sujet sur la table, potentiellement, ils aient aussi plus la parole, parce que c'est pas un sujet qui intéresse énormément d'habitude les gens, mais là, bizarrement, dans les médias, moi je trouve qu'on a quand même jamais autant entendu parler de rénovation énergétique que depuis quelques semaines. Et il y a en effet un travail assez important à faire de fact-checking sur ce qui est dit par le gouvernement, mais ce qui pourrait être fait pour tout un tas de sujets, à mon avis. Enfin, il y a quand même un consensus global que les gens captent qu'on ne fait pas du tout assez de rénovation énergétique. Et donc, la tentative du gouvernement de faire croire que tout est bien de ce niveau-là, pour moi, n'a pas été couronnée de beaucoup de succès, parce que globalement, les gens sont quand même très conscients du fait qu'il y a énormément à faire. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez les choses pour que cette mesure-là, elle soit mise en place ? Est-ce que l'idée, c'est d'essayer de créer de plus en plus de perturbations jusqu'à ce que ça devienne insupportable pour le pouvoir et qu'ils se disent « il faut absolument qu'on agisse là-dessus » ? Est-ce que vous allez essayer en parallèle de dialoguer avec les députés, puisque il n'y a pas longtemps, il y a certains de vos membres qui se sont collés les mains devant les pavés de l'Assemblée nationale ? Comment est-ce que vous voyez les choses en fait là ? Pour moi, les deux sont compatibles. On va continuer à perturber jusqu'à temps que le gouvernement nous parle ou réponde aux mails qu'on a envoyés il y a peu. Si on a cette ouverture et cette conversation, bien sûr qu'on ira parler à des sénateurs, qu'on ira parler au président de la République s'il nous prend au sérieux et qu'on lui dit que c'est ça qu'il faut mettre en place. Voilà. Pour vous, quels seraient justement les impacts que pourrait avoir une victoire législative sur cette question de la rénovation thermique des bâtiments ? Alors, au niveau du mouvement climat et de la société française, ça enverra un message fort qui est que des citoyens peuvent aujourd'hui imposer des agendas politiques par la force de leur corps et de leur voix politique. Donc ça, déjà, ce serait un truc énorme. Et après, par rapport à la société française, si les mesures étaient appliquées, ça créerait entre 200 et 300 000 emplois. Ça permettrait de diminuer nos gaz à effet de serre de manière colossale. Ça améliorerait la condition de vie de millions de personnes. Donc ce serait une avancée majeure dans l'histoire de notre pays. Et surtout une avancée qui ouvrirait la porte aussi à beaucoup d'autres avancées qu'on pourrait mettre en place dans les quelques années à venir. Est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui, donc vous avez eu beaucoup de médiatisation, donc vous, Alizée, et puis il y a aussi une autre militante, Sacha, qui a été médiatisée avec cette fameuse séquence avec Apolline de Malherbe. Est-ce que vous pensez que j'ai envie d'avoir un enfant dans ce monde-là ? Est-ce que vous pensez donc que vous avez répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que moi, j'ai envie de vivre dans un monde dans lequel 2 milliards de personnes vont devoir partir dans 30 à 50 ans de chez eux ? Ça va être le pire épisode de souffrance et d'injustice dans le monde. Vous pensez réellement ? Donc vous préférez renoncer à une... C'est une manière de réponse à l'humanité, c'est d'y renoncer. Renoncer à avoir des enfants, ça veut pas dire que je renonce à l'humanité. Je suis en train de me battre aujourd'hui pour sauver ceux que j'aime. C'est ça, avoir de l'humanité. C'est aussi retrouvé sur le plateau de Touche pas à mon poste, où elle était invectivée dans tous les sens. La séquence est quand même vraiment hallucinante et clairement assez flippante, quoi. Mais c'est quoi votre solution aujourd'hui pour que moi, je dise à ma fille ce soir, ma chérie, pour que tu ailles bien, pour que tu sois plus heureuse, tu ne vas plus faire ça et tu ne vas plus faire ça. Parce que je ne vais pas dire que tu vas faire la guerre civile, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Battez-vous aujourd'hui ? Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez le droit de voter? Parce qu'il y a des femmes qui se sont battues dans l'histoire pour qu'aujourd'hui on ait le droit de vote. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est lui qui peut influencer. Mais arrêtez de parler comme ça, c'est ridicule. Là, c'est contre-productif. Aujourd'hui, on a un pouvoir d'agent. Donnez-nous des... C'est pas alarmiste. Donnez-nous... Si, Sacha, si. Vous êtes très alarmiste comme ça. Est-ce que vous avez l'impression d'être audible, au fait, aujourd'hui, dans l'espace public? Ou est-ce que vous vous dites, en fait, aucun média ne nous écoute, comme le disait Sacha sur le plateau d'Apolline de Malherbe? Pour moi, c'est difficile. À des moments, j'ai un peu l'impression que j'ai été invitée sur le terrain de Roland-Garros parce que j'ai fait une action, mais c'est pas parce que... Sur les châteaux. Oui. J'ai dit quoi? Sur le terrain de Roland-Garros. Parce que là, je crois que vous étiez pas trop invité. Là, je vois que vous voulez pas trop de vous là. Mais ouais, moi, je me suis demandé, en fait, est-ce qu'il veut... Enfin, la plupart des questions, ça tournait autour de moi, mais pas forcément, en fait, de la revendication ou juste même... qu'est-ce qu'on fait ici, tous les trois sur ce plateau? En fait, on est juste en train de parler il nous reste 2 à 3 ans, en fait, pour faire tout ce qu'il nous reste à faire pour créer ce monde nouveau dont on parlait un peu plus tôt. Et j'ai pas l'impression que sur les plateaux que j'ai faits, on en parlait réellement, en fait, de cette vérité-là. C'est un peu le travail qu'on essaie de faire après nous, justement d'apporter ces messages-là sur ces plateaux. Après, je pense que il y a plein de choses qui se diffusent de manière pas informationnelle et que parfois on met beaucoup l'accent sur les informations, mais en fait ce qui touche les gens c'est aussi des postures, c'est aussi la sincérité d'avoir quelqu'un comme Alizée ou comme Sacha qui va sur un plateau et qui dit en fait voilà ce qui est en train de se passer, voilà moi comment je me sens par rapport à ça, et ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de gens qui par exemple maintenant s'intéressent à ce qu'on fait, qui sont venus à nos réunions publiques parce qu'ils ont vu des séquences avec Apolline de Malherbe ou sur Touche pas à mon poste, et ils n'ont pas été convaincus par des informations parce que c'est pas des endroits où enfin, c'est pas des endroits. Ils ont été convaincus par la sincérité de la démarche. C'est ça, et par le fait de voir un être humain révolté qui a le courage d'aller sur un plateau avec des gens qui sont en train de lui rire au nez et de dire mais j'en ai rien à foutre que vous me riez au nez parce que je sais que ce que je fais est juste et c'est vous qui êtes juste complètement perdu en fait. Et juste le fait d'incarner ça, et c'est la même chose que d'aller sur la route en fait. C'est la même chose, c'est une action aussi. C'est le fait de porter quelque chose au-delà des mots. Et en fait, je pense que c'est une des erreurs principales de beaucoup de nos tentatives ces dernières décennies de transmettre des informations froides en imaginant que c'est par ce biais-là que les gens vont changer, se métamorphoser, passer à l'action. Et en fait, là, c'est de dire non. C'est en allant sur un plateau avec Apolline de Malherbe qui est en train de nous chier à la gueule, de tenir bon et de regarder la caméra et de dire vous avez les boules, vous aussi, que tout ce qui vous est cher soit en train d'être décimé. Ben, venez avec nous sur la route. Merci, au revoir. C'est ça plutôt la philosophie qu'on a dans les médias en ce moment. Alors justement, ça mène à la prochaine question. Aujourd'hui, vous êtes combien? Et est-ce que justement toutes ces actions-là vous ont permis de recruter plus de gens? Est-ce que vous avez l'impression que le mouvement a grossi? Bah ouais, c'était incroyable. Enfin, Roland-Garros, ça a fait un gros boom. Je pense que ça a réveillé des personnes qui dormaient. Donc non, c'est juste d'humain à humain de savoir que j'ai pu réveiller une autre personne. Enfin, c'est un truc qui est incroyable. Sur l'organisation de la campagne, on est, je pense, une 50aine, mais on est vraiment genre une dizaine à travailler à temps plein. Et après, sur les actions, là, en tout, on a fait, je crois, il y a 60... on va être une centaine là d'ici quelques jours. On a pas mal d'actions prévues, donc on aura été une centaine. On était 15 en avril. 21. Quelque chose comme ça, ouais. Et là, on va être une centaine. Et on ambitionne d'être 500 à la rentrée. Prêt à aller en garde à vue, à faire l'action et aller en garde à vue. Ouais. Il y a des postes aussi non arrêtables. Donc voilà. Ouais, des postes qui sont moins dangereux sur les actions. Ouais. C'est possible aussi. On a un peu une équipe support derrière, mais juste par rapport aux gens qui rejoignent, etc. Je pense que ce que ça montre Roland-Garros, c'est qu'en fait, juste une percée dans le quotidien des gens, il y en a plein des gens en fait qui ont ce nœud dans le ventre, qui sont là, mais putain, mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver, etc. Mais juste qu'ils voient rien en fait. Oui, qu'ils voient pas ces informations-là, mais là ils sont en train juste de regarder le tennis et puis hop, Où ils voient passer un truc, c'est même pas que les gens en direct, c'est ils voient passer un truc et en fait ils sentent qu'il y a un truc qui va pas, mais c'est juste que il n'y a pas vraiment de chemin d'action inspirant qu'il aurait proposé. Peut-être qu'à un moment c'était la marche climat, peut-être qu'à d'autres moments c'était X ou Y, mais en fait nous ce qu'on voit c'est que juste en disant hey, on existe, regardez ce qu'un être humain peut faire,
Et ben en fait, il y a des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de personnes qui sortent des bois, on sait pas d'où ils arrivent, et ils sont là, ouais, en fait, moi je suis là, en fait. Et ça faisait 3 ans que j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui vienne juste toquer à ma porte en me disant « Viens faire quelque chose de grand pour essayer de sauver ce qui t'est cher ». Et ça, c'est des personnes qui viennent à vos réunions publiques d'information. Et c'est des personnes qui sont qui ont des profils différents ou qui... Que dans les milieux activistes, on appellerait des primo-militants, mais qui, eux, se considèrent même pas comme des primo-militants, et qui sont juste des citoyens, des citoyennes, des êtres humains qui ont envie de faire quelque chose. Parce qu'ils sentent bien que c'est quelque chose d'universel, d'existentiel, et c'est pas forcément des gens qui seraient allés à des manifs sur tel ou tel sujet en particulier. Mais qui là sont prêts en garde à vue. Ouais, et parfois même plus. Pour alerter face à il y a des étudiants. Je crois que en fait, le truc qui rassemble, ça paraît très bateau, hein, mais c'est juste que je crois que c'est juste des personnes qui se rappellent qu'ils sont humains. Je crois que la chose qui nous rassemble tous à Dernière Rénovation, c'est débile, mais c'est vrai, hein, on est tous des humains. Et que ce soit une médecin de 50 ans ou une étudiante de 18 ans, il y a un truc qui nous rallie, c'est juste en fait notre humanité, et parce qu'on n'a pas envie de perdre ça. Et c'est ce que j'ai ressenti moi sur la route, et c'est ce que je ressens aussi à Dernière Rénovation, c'est avant tout en fait c'est l'humain qui prime. Et du coup, je définirais comme ça les personnes à Dernière Rénovation. Ouais, qui sortent d'une forme d'apathie. Mais c'est assez fascinant parce que même sur Extinction Rebellion, moi j'ai suivi pas mal de leurs actions de désobéissance civile, et c'est dingue la diversité sociologique en termes d'âge de personnes qui les rejoignent. Dernière question, quel est du coup ce que vous avez prévu là pour la rentrée dans les mois à venir ? Alors je sais qu'il y a des choses que vous pouvez pas dire, mais c'est simplement de dire comment est-ce que vous voyez les choses pour les mois à venir, étant donné que vous venez quand même de vous lancer et que vous êtes un mouvement tout jeune, quoi, en quelque sorte. L'objectif, c'est vraiment de croître exponentiellement et donc d'intensifier la mobilisation partout en France, à Nantes, à Marseille, à Limoges, à Tours, à Lille, et d'aller parler en fait à des gens. C'est ça qu'on fait 90% de notre temps, on a des moments comme ça où on va parler à des gens et on leur dit voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce vers quoi on est emmené, qu'est-ce que vous avez envie de faire à propos de ça, et ça de le faire de plus en plus et de recruter des gens pour aller parler à des gens. Et c'est comme ça que beaucoup de grands mouvements sociaux se construisent en fait. C'est des armées d'humains qui vont parler à des humains qui partagent une forme de réalité. Et donc là, les objectifs, c'est qu'on soit 500 à la rentrée. Et est-ce que vous allez avoir d'autres types d'actions que les blocages de route, ou vous allez principalement vous concentrer là-dessus ? Ouais, on va faire tout un tas de choses, je pense, mais tout ce qui serait nécessaire. On fait des actions de perturbation sur des événements sportifs, on va continuer d'en faire, on va retourner sur la route. Vous allez aller au Qatar ? On va pas aller au Qatar, on va trouver des événements peut-être un peu plus proches, locaux, un peu plus proches. Tout ce qui nous permettra en fait de faire de la perturbation. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que ça marchait, que Roland-Garros, ça a marché, et qu'il faut faire les choses les plus risquées, essayer d'aller attraper ce filet, et pour en fait qu'on en parle pendant 2 semaines, et après, boum, l'information, elle est un peu oubliée, et du coup, il faut continuer à faire ça, parce que ça marche. Ça ramène du monde, et tout le monde en parle, donc ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Blast. Un plaisir, merci à toi. C'est la fin de cet entretien. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens pour aller plus loin et vous engager en description de cette vidéo. Pour qu'elle puisse être vue un maximum, prenez s'il vous plaît un moment pour la partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous le rappelle, Blast est un média indépendant qui n'existe que grâce à vous. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. Et pour nos soutiens KissKissBankBank, dont l'abonnement est arrivé à expiration, on vous invite aussi à vous réabonner sur notre site. On a besoin de vous. À très vite sur Blast.